en collaboration avec le reste sur la problématique de la myopathie atypique. Et donc, nous allons tout de suite commencer la présentation qui sera très chargée puisque au sommaire, nous aurons quelques rappels sur la myopathie atypique. Nous parlerons un petit peu de sa physiopathologie. Nous aborderons quelques outils diagnostiques et pronostiques de la maladie et très brièvement, nous parlerons du traitement. Alors la myopathie atypique, vous le savez, c'est une intoxication liée au pâturage. Tous les équidés gardés à la pâture peuvent en souffrir et des ânes ainsi que des zèbres ont déjà été confirmés pour avoir souffert de myopathie atypique. Mais malheureusement, il semblerait que ce ne soit pas que les équidés qui puissent être affectés par la maladie et nous avons des indices préliminaires que certains ruminants puissent souffrir également d'intoxication à la cause de la myopathie atypique puisque des cerfs que l'on appelle des milus dans des zoos en Allemagne ont été décimés par une intoxication semblable à la myopathie atypique. Alors la myopathie atypique, c'est donc une maladie causée par l'ingestion des samars, c'est-à-dire les fruits de l'érable sycomore en automne, et au printemps, elle est causée par l'ingestion des plantules de l'érable sycomore, donc ce sont les samars qui germent au printemps. Alors très brièvement, je vais quand même rappeler quels sont les arbres toxiques, même s'il y a beaucoup de vétérinaires ici dans cette webconférence. Je pense que c'est une question qu'on vous pose régulièrement. Donc dans nos régions, on trouve essentiellement l'érable champêtre, qui a de petites feuilles, hein, ici, l'érable plane, qui a des grandes feuilles fortement pointues, et l'érable sycomore. Seul l'érable sycomore est toxique pour les chevaux et en fait on reconnaît les samars de cet érable qui se disposent comme des jambes de cavalier. Si vous voulez un petit truc supplémentaire pour aider aussi à distinguer les toxiques des non toxiques, l'érable plane, qui je le rappelle n'est pas toxique, eh bien lorsque l'on presse le pétiole de la feuille ici, un latex blanc apparaît. Eh bien lorsque vous avez ce latex blanc, vous êtes face à un érable plane et cet érable plane n'est pas toxique. Et donc, d'où vient cette toxicité? Eh bien, en fait, les samars ici et les plantules, que vous pouvez voir ici, hein, presque ingérées par le cheval, contiennent une toxine qui s'appelle l'hypoglycine A. Cette toxine est transformée au niveau de l'organisme, probablement au niveau du foie, en une molécule que l'on appelle le MCPA. Et ce MCPA, en fait, interfère avec le métabolisme des acides gras. Alors, comment confirmer le diagnostic de myopathie atypique? Allons directement au but. Pour diagnostiquer une maladie, comme toute maladie, bien sûr, on va voir en fonction de l'anamnèse des signes cliniques et de tests complémentaires et on peut avoir un diagnostic provisoire qui sera soit hautement probable, probable, faiblement probable. Nous verrons comment confirmer un cas de myopathie atypique et puis des fois le diagnostic est infirmé parce qu'on a un autre diagnostic. Alors tout d'abord, l'accès à la pâture est une condition sine qua non pour souffrir de myopathie atypique du cheval au pré. Si le cheval n'a pas accès à la pâture, il ne souffre pas de myopathie atypique. Alors, quand je dis accès à la pâture, il faut que le cheval ait été au pâturage au moins dans les jours précédents. Il faut savoir que lorsque des chevaux souffrent de myopathie atypique et qu'on rentre les compagnons de pâture, jusqu'à 4 jours après avoir remis un cheval au box, la maladie peut se déclarer. Donc, si le cheval a accès à la pâture dans les jours précédant les signes cliniques, il faut garder à l'esprit le diagnostic possible de myopathie atypique. Alors évidemment, il y a des saisons plus à risque, qui sont l'automne et le printemps. Le risque est plus grand si on est en phase d'alerte, comme pour le moment. En Belgique, on a de nombreux cas. Je n'ai pas encore de cas déclarés en France, mais j'imagine que ça va arriver. Alors, quand on regarde les données accumulées au cours des années, généralement, les chevaux sont au pâturage à temps plein. Le plus souvent, excusez-moi, le plus souvent
hop, le plus souvent 6 heures. Et les chevaux particulièrement à risque sont les jeunes et les vieux chevaux. Et alors il y a des pâturages également qui sont à risque. C'est ceux qui contiennent des samarres ou des plantules d'érable sycomore. Les signes cliniques sont évidemment essentiels pour contribuer au diagnostic. La myopathie atypique est une myopathie aiguë et les maladies chroniques ou les maladies récurrentes ne sont pas suggestives d'un diagnostic de myopathie atypique. Quels sont les tests complémentaires que l'on peut faire? Donc, quand on est face à une myopathie aiguë, on a un diagnostic probable de myopathie atypique si le cheval est à la pâture. Surtout, et c'est aussi une condition, s'il y a les éléments responsables de la maladie, que sont les plantules et les samarres, mais souvent les propriétaires ne le savent pas. Et parfois, c'est pas facile à trouver, même en parcourant les pâtures. Alors les signes cliniques hein, d'une myopathie aiguë, je vous les rappelle brièvement. Bien sûr, de la myoglobinurie observée dans plus de 90% des cas. Donc ça, ce sont les fréquences d'apparition des signes cliniques tels qu'observés sur plus de 600 cas européens. Alors, vous voyez, myoglobinurie dans 90% des cas, donc ça veut dire qu'on peut avoir des chevaux qui présentent des urines claires au moment où ils déclenchent la maladie. Bien sûr, c'est une maladie des muscles, on aura de la faiblesse musculaire, de la raideur, les chevaux sont abattus, ils sont souvent couchés, ils peuvent transpirer. Ce qui est assez perturbant avec les chevaux qui souffrent de myopathie atypique, c'est que souvent ils veulent manger. Alors, je vais vous montrer ici la couleur, de l'urine, hein, voilà, qui est obtenue par, cathétérisation. Donc, vous voyez, l'urine est extrêmement foncée parce que la destruction musculaire entraîne la libération de myoglobine que l'on retrouve ici dans l'urine. Donc si on observe, de la, myoglobinurie, à ce moment-là, le cas passe de probable à hautement, probable et je voudrais quand même, rappeler brièvement qu'une urine, foncée, peut être aussi, liée à de l'hématurie, donc du sang dans les urines plutôt que de la myoglobine et je voudrais vous rappeler les risques de séries cliniques actuellement suite à la chute, des glands. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de cette problématique-là puisque nous sommes axés aujourd'hui sur la myopathie atypique. Par contre, je voudrais, souligner 2 informations qui sont présentes sur le site de l'IFCE et des haras nationaux, ainsi qu'une information, via, le RESP qui va avoir lieu le 29 novembre lors des rencontres du RESP. On parlera des maladies du pâturage et il y aura des intervenants qui vous diront tout sur les intoxications au gland. Alors donc, avec cette myopathie aiguë, très sévère lors de myopathie atypique, on va avoir une augmentation extrêmement sévère des enzymes musculaires dans le sang, généralement plus de 10 000 unités internationales par litre. Alors je vais vous montrer quelques chiffres. Ici, vous voyez le dosage des enzymes musculaires de chevaux souffrant de myopathie atypique. Donc, cheval sain a des enzymes musculaires en dessous de 200 unités internationales par litre. Et chez le cheval souffrant de myopathie atypique, on atteint allègrement les 700 000 unités internationales par litre, voire des millions. Alors, bien sûr, souvent on se dit, beh, plus la quantité d'enzyme est élevée, plus il y a destruction musculaire et donc ça doit probablement être lié au pronostic, de survie, mais malheureusement ce n'est pas le cas et je vous montre ici ce graphique où nous avons les valeurs des enzymes musculaires chez 11 survivants et chez 40 décédés. Vous pouvez voir ici la distribution des valeurs avec en moyenne 96 000
pour ceux qui ont survécu et 159 000 pour ceux qui ont décédé. Alors oui, oui, c'est vrai que c'est plus bas chez les survivants que chez les décédés, mais seulement la distribution des valeurs est telle que si on prend une valeur individuellement, on ne va pas savoir prédire s'il va survivre ou mourir. Par exemple, ce cheval-ci, qui a survécu, avait 500 000 d'unités internationales par litre, alors que d'autres qui avaient moins que ça, hein, ici dans le groupe des décédés, n'ont pas survécu. Donc pas de valeur pronostique des enzymes musculaires, même si en moyenne c'est souvent plus élevé chez les décédés. Par contre, toujours en comparant les survivants et les décédés, on a remarqué que le calcium total, le taux de calcium total était plus faible chez les décédés que chez les survivants, avec une belle différence de moyenne. Et grâce à une équation mathématique faite par des biostatisticiens, eh bien, on peut prédire que les chevaux qui ont un taux de calcium total inférieur à 2,7 millimoles par litre ont près de 70% de chances de mourir. Donc vous voyez que dans les paramètres sanguins, on va y revenir, il y a aussi des facteurs qui contribuent à déterminer le pronostic de survie. Alors si dans notre tentative de diagnostic de myopathie atypique, on réalise des prises de sang et qu'on a des enzymes musculaires dans la norme ou des urines claires, et bien à ce moment-là, on a un diagnostic faiblement probable. Néanmoins, je voudrais moduler cette affirmation parce que parfois, quand on réalise la prise de sang très précocement, donc vraiment au tout début des signes cliniques, et pareil quand on prend les urines, elles peuvent encore être claires ou les enzymes peuvent encore être dans les normes. Mais si on répète ces mesures ou si on récupère de l'urine plus tard, eh bien généralement, elle va avoir les caractéristiques de la myopathie atypique, c'est-à-dire une augmentation des enzymes pour le sang et les urines teintées pour l'émission d'urine. Alors comment établir le diagnostic définitif? Eh bien, avant de connaître la cause, on se basait essentiellement sur l'histologie, donc sur base d'une coupe de muscles prise sur les muscles ciblés par la maladie, eh bien, on pouvait voir une dégénérescence musculaire multifocale. Et ça nous permettait de confirmer, sur base de l'histologie, la myopathie atypique. Mais il y a quand même un bémol à cela. Et je vais vous montrer la dia suivante. Mais tout d'abord, évidemment, si l'histologie était négative et que nous étions dans un cas faiblement probable, généralement, il fallait penser à un autre diagnostic. Alors, je vous disais la difficulté avec l'histologie. Donc, vous voyez ici à la nécropsie une coupe au niveau du cœur et chez les chevaux en myopathie atypique, on voit parfois des zones de décoloration. Et c'est vrai que si on prélève dans ces zones-là, souvent, on voit des zones ici de dégénérescence. Pareil au niveau des muscles qui sont ciblés par la maladie. Ici, ce sont les muscles respiratoires, les intercostaux, et vous voyez qu'il y a des zones de décoloration franche, hein, ici, vous voyez que c'est plus clair que ici. Par contre, ces images de décoloration, on ne les trouve pas toujours en post-mortem. Et donc, souvent, on prélève à l'aveugle et on peut parfois avoir de faux négatifs, donc si on a une zone ici qui est saine. Et pour bien faire le diagnostic de myopathie atypique, il faudrait en plus aller un peu plus loin. Il faudrait caractériser les fibres pour voir quel type de fibre en fait est touché par la myopathie atypique parce que dans la myopathie atypique, ce sont les fibres dites lentes, celles qui utilisent les lipides, qui sont touchées. C'est différent des myopathies d'exercice. Mais ce type d'analyse histologique, on ne sait pas le faire en routine parce qu'il faut conditionner de façon particulière les muscles et donc souvent on associe
Et ceci, on peut l'avoir aussi avec un cheval qui est couché depuis longtemps pour d'autres raisons. Donc, on peut avoir de faux positifs et de faux négatifs avec l'histologie classique. Maintenant, nous connaissons la cause de la myopathie atypique et on connaît un peu mieux le mécanisme pathologique qu'il y a derrière. Et on sait que donc le MCPA, qui est le produit de transformation de la toxine, induit une incapacité de certains muscles à utiliser les lipides comme substrat énergétique, tandis que les sucres sont toujours utilisables. Et donc, les muscles qui utilisent le plus les acides gras sont les muscles de la posture, le muscle cardiaque et le muscle respiratoire. Et donc, ce sont ces muscles-là qui vont être détruits et induire les signes cliniques que l'on connaît. Alors, suite à cette connaissance, eh bien, on a été intéressé de mesurer des intermédiaires du métabolisme lipidique. Donc, le muscle ne sait plus utiliser les acides gras. Les acides gras sont partiellement métabolisés dans l'organisme et on retrouve donc des intermédiaires qu'on appelle des acylcarnitines. On ne va pas rentrer dans les détails, mais donc ces acides carnitines, on en trouve de trois sortes, à courte chaîne, à chaîne moyenne et à chaîne longue. On peut en mesurer plus d'une vingtaine dans le sang. Et en fait, chez les chevaux souffrant de myopathie atypique, on a vraiment une augmentation très très sévère de ces acides carnitines dans le sang. Vous voyez ici le groupe de chevaux myopathiques par rapport aux chevaux sains. La même chose ici pour une autre acylcarnitine et encore pour une autre. Toutes ces acylcarnitines, donc la vingtaine mesurée, sont vraiment fortement augmentées dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve dans d'autres myopathies. Donc c'est vraiment assez spécifique de la myopathie atypique. Donc maintenant, on augmente la qualité diagnostique en dosant ces acylcarnitines et en voyant si on a le profil caractéristique de la myopathie atypique. Et on préfère d'ailleurs avoir le dosage de ces acylcarnitines pour confirmer le diagnostic plutôt que l'histologie. Alors, Je vais rap je suis rapide, hein, j'en ai bien conscience, mais je vous ai mis, de nombreux liens au travers du document que vous pourrez, télécharger et vous avez des résumés de ce que je dis et notamment ici dans l'article que vous pouvez, télécharger, via le site du journal, vous avez un résumé des principaux paramètres qui permettent de diagnostiquer la myopathie atypique. Mais en allant vite, ça me permet d'aborder plusieurs choses. Et quelque chose qui intéresse très très fort, bien sûr, les propriétaires qui doivent investir dans le traitement d'un cheval malade, quel est le pronostic de survie du cheval? Alors, malheureusement, le pronostic, de façon générale, il est très mauvais puisque 74% des chevaux meurent. Mais ça veut dire aussi, puisqu'on est de nature positive, que 26% de ces chevaux survivent. Mais quels chevaux? Alors on a regardé en fait dans les acides carnitines que l'on pouvait doser dans le sang et on a vu si certaines permettaient de discriminer les décédés des survivants. Et dans chaque groupe, dans les trois groupes ici, on en a découvert une qui permet vraiment de bien discriminer les chevaux qui vont décéder de ceux qui vont survivre. Vous voyez, avec assez peu de chevauchement entre les valeurs minimales des différents groupes. Donc voilà, c'est la C2, la C10-2 et la C18. Alors, est-ce que ça marche, hein, cette prédiction de survie sur base du profil des acides carnitines? Eh bien, avec l'aide d'un statisticien, une formule a été établie où est prise en compte les concentrations de ces acides carnitines. Et si on les mesure chez des chevaux sains, eh bien, leur prédiction de survie est de quasi 100%. Personne
n'est jamais sûr de ce qui lui arrive dans les heures qui suivent, mais voilà, les chevaux sains, normalement, ils ont toutes les chances de survivre. Par contre, lorsque l'on applique cette formule chez les chevaux souffrant de myopathie atypique, mais qui ont survécu, eh bien, on s'aperçoit que ces chevaux avaient 60% de chances de survie, tandis que ceux qui, in fine, sont décédés n'avaient qu'une dizaine pour cent de chances de survie. Ce qui est quand même assez intéressant de savoir, c'est que ces prédictions de survie ont été établies sur base de la première prise de sang réalisée dès la réception du cas, avant tout traitement. Ça veut dire un petit peu aussi, c'est que c'est comme si les dés étaient jetés. Une fois que le cheval est malade, il y en a qui vont survivre et il y en a qui vont mourir. Alors, ces pronostics de survie, donc on utilise ça chez nous a posteriori, parce que malheureusement, il faut un certain délai dans notre université pour avoir les résultats, ce qui n'est pas le cas en France, on va le voir plus tard. Et donc, lorsque l'on regarde les pronostics de survie de nos cas, ça répond bien à la réalité. Voici ici un cheval qui avait un pronostic de 23%. Il a dû être euthanasié après 2 jours parce qu'il allait vraiment très mal. Celui-ci en bas, qui est resté debout jusqu'à la fin, eh bien, il avait un pronostic très bas et il est décédé aussi de mort naturelle. Celui-ci, qui avait quasi les mêmes signes cliniques, avait un pronostic très bon, il a survécu. Et celui-ci, avec un pronostic très mauvais, je vais vous montrer la vidéo. Il est malheureusement décédé. Je suis désolée, le son est là et je ne sais pas le couper. Mais donc je vais parler un petit peu plus fort. Donc vous voyez ici ce cheval qui va décéder dans les heures qui suivent. Eh bien, il est assez typique des cas de myopathie atypique, c'est-à-dire que il mange, il a la volonté de manger, parce que la myopathie atypique est vraiment une maladie de déficit énergétique. Il ne sait pas utiliser ses lipides, mais il sait utiliser ses sucres. Et le cheval, malgré la masse de lipides qu'il a dans son sang, eh bien, il crève littéralement de faim. Vous voyez aussi les muqueuses qui sont souvent rouges, rarement mauves. Donc ça, c'est assez caractéristique aussi de la maladie. Ici, on a cathétérisé la vessie et vous pouvez voir l'urine qui est teintée de myoglobine. Et aussi, vous voyez que la respiration est assez fastidieuse. Et donc ça, la façon dont le cheval respire et surtout l'évolution de la respiration participe aussi à notre pronostic. Alors revenons à notre présentation. Alors en France, ça c'est une question que vous aimez poser bien sûr, où doser les acylcarnitine et le MCPA? Eh bien, en fait, si vous êtes vétérinaire sentinelle, ou si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours le devenir, bien, si vous déclarez vos cas au réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine, eh bien, le RESP va prendre en charge à concurrence de 50% le coût du dosage du MCPA et de 3 acylcarnitines, hein, qui autrement coûtent une centaine d'euros. Évidemment, c'est un échange de bons procédés. En échange, vous devez déclarer vos cas et suivre un protocole, mais c'est vraiment important pour la recherche de participer à, à cet échantillonnage. Alors, il est possible aussi de faire ces dosages pour d'autres objectifs que lors de la déclaration d'un cas. Certaines personnes voudraient évaluer le risque de leurs chevaux en pâture alors qu'il y a peut-être des érables à proximité. Et donc, le laboratoire l'Abbé Franck d'Incombe a mis au point la technique de dosage du MCPA et peut aussi réaliser un profil complet, c'est-à-dire MCPA et 15 acylcarnitine pour les sommes qui sont indiquées ici. Il faut savoir que ce sont des tests
quelques rares laboratoires réalisent au monde, ça demandait un développement assez important. Et donc, ils font de leur mieux pour vous répondre en déant les 48 heures après réception de l'échantillon. Évidemment, s'il faut une semaine pour que la poste l'amène, ça change la donne. Mais voilà, ça c'est un outil qui est à votre disposition et c'est vraiment une belle opportunité. Comment traiter? Le temps passe vite, hein, donc je vais être très bref parce que je vais vous donner de la documentation à télécharger. Donc, il faut vraiment le considérer selon trois aspects, soit en milieu hospitalier, sur le terrain et surtout pour protéger les compagnons de pâture. Parce que si 75% des chevaux ici meurent, ben, les compagnons de pâture, ils sont encore sains et il faut éviter évidemment qu'ils tombent dans la maladie. Donc, ce que je vous propose, c'est de télécharger en demandant un exemplaire via ici le lien, un tableau qui explique la gestion médicale d'urgence de la myopathie atypique en milieu hospitalier, sur le terrain et pour les compagnons de pâture. On vise bien sûr à limiter l'aggravation de la destruction musculaire, hein. C'est une myopathie, donc les premiers gestes à poser, c'est évidemment de limiter l'aggravation et donc il faut réfléchir à deux fois avant de transporter un cheval, avant de le déplacer. On peut faire pis que bien. Alors bien sûr, dans toute myopathie, il y a la gestion de l'hydratation et de la fonction urinaire. Donc réhydrater, mais attention que les chevaux qui sont en myopathie atypique ont souvent des difficultés pour vider leur vessie. Donc en milieu hospitalier, on va pouvoir sonder la vessie, comme vous pouvez voir ici. Ceci, ce n'est pas du sang, c'est de l'urine teintée de myoglobine. Alors, il faut aussi, dans la mesure du possible, apporter de l'énergie utilisable par les chevaux souffrant de myopathie atypique. La seule chose qu'ils savent utiliser, c'est les sucres. Les chevaux sont en hyperglycémie et pourtant, il faut quand même leur donner des sucres. Alors, en milieu hospitalier, on peut évidemment contrôler la glycémie du mieux que l'on peut. Il faut favoriser l'élimination de la toxine, hein. Donc, le cheval est intoxiqué, il faut se débarrasser de cette toxine au plus vite. Et donc, il y a quelques molécules d'intérêt. Je ne rentre pas dans les détails. De nouveau, vous lirez ça sur le document. Il faut soutenir la fonction musculaire et en particulier la fonction mitochondriale. Et s'il y a peut-être une seule chose que vous devriez donner, c'est la vitamine B2, qui soutient cette fonction mitochondriale altérée par la toxine. Alors, on pose souvent la question de la paraffine et du charbon de bois activé pour empêcher que les compagnons de pâture ne tombent malades. Oui, éventuellement. Il a été montré par des études in vitro que le charbon activé captait l'hypoglycina, mais seulement il faut se rappeler que la myopathie atypique touche souvent des jeunes chevaux en pâture, et les attraper, les intuber, leur donner de force du charbon ou de la paraffine, c'est pas forcément évident, mais bon voilà, c'est quand même des éléments d'intérêt. Je vous renvoie aussi à diverses publications que vous pouvez demander online. Et ici, l'article le plus récent qui décrit tous les traitements de la myopathie atypique. Ce qui est évidemment assez décevant, c'est que nous n'avons pas d'antidote pour la myopathie atypique, mais voilà, il y a toute une série de traitements de soutien qui peuvent vous aider à limiter les risques de mortalité. Donc, avant de passer aux questions, qu'est-ce qu'il faut relire? C'est que les samars et les plantules de l'érable sycomore contiennent l'hypoglycina, qui est la toxine responsable de la myopathie atypique, que tous les équidés peuvent souffrir de myopathie atypique, que la cause, c'est les érables sycomores et donc
il faut visiter les prairies pour voir si le risque est présent. Mais il faut savoir qu'un cheval, s'il est sur une prairie où il y a des érables sycomores, va plus que certainement présenter de l'hypoglycine A dans son sang. Et donc, c'est pas parce que vous trouvez de l'hypoglycine A dans le sang du cheval qu'il fait la maladie. Donc ça, par contre, le dosage des acylcarnitine et la présence du métabolite toxique dans le sang, là, confirment la maladie. Et donc, pour rappel, le pronostic de survie peut être établi à partir de dosage de 3 acylcarnitine. Alors, vous savez que le système d'alerte myopathie atypique est basé sur la déclaration des cas. Pour pouvoir l'alimenter, on a besoin que vous déclariez vos cas de façon officielle. Il y aura d'autres webconférences qui sont planifiées et je pense qu'on doit en profiter pour remercier toutes les personnes qui sont derrière ces webconférences parce qu'il y a un énorme travail et donc je remercie l'IFCE pour le travail qu'il y a là derrière. Et bon, je vous invite évidemment à les suivre, ainsi que de venir aux rencontres du RESP où nous pourrons parler pendant toute une journée des maladies du pâturage.